Mort. Mort aux partisans de la nuance. Mort aux partisans de la nuance. Voilà ce qu'on pouvait lire il n'y a pas si longtemps sur un mur de Paris. Alors ce slogan, il peut apparaître d'abord comme une sorte de provocation, voire de blague. Et en même temps, je voudrais qu'on le prenne au sérieux ce soir. Parce que, à sa manière, il charrie un certain air du temps. Une sorte de rengaine lancinante et donc de plus en plus menaçante qu'on retrouve aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias, à la télé ou dans les discussions entre amis. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette rengaine ? Elle dit que la nuance relève soit de la naïveté, soit de la lâcheté. Elle dit que les gens qui défendent la nuance, les partisans de la nuance, sont au mieux des rêveurs, au pire des complices. C'est-à-dire que la nuance ne serait pas seulement un mot, ce serait un mot d'ordre. Un mot qui vient cautionner l'ordre en place, qui vient le justifier, et qui du même coup vient dissuader, intimider toutes celles et tous ceux qui aimeraient bien changer les choses et par exemple lutter pour un monde meilleur. D'où l'urgence qu'il y aurait non seulement à dénoncer les partisans de la nuance, mais aussi à les mettre hors d'état de nuire. Ce à quoi je dis non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les gens qui défendent la nuance sont tout sauf des lâches, tout sauf des tièdes, tout sauf des mous, des coupeurs de cheveux en quatre, des empêcheurs de penser ou de lutter en rond. Je pense même, et c'est ce dont je voudrais vous convaincre ce soir, je pense même qu'ils ont du courage. Surtout dans un moment comme celui-là, une époque comme celle-ci, c'est-à-dire une époque de polarisation, de montée aux extrêmes, où le combat remplace partout le débat, où la haine fait écho à la haine, où la violence fait écho à la violence, et où chacune et chacun d'entre nous est sommé de devenir un délégué à la propagande, et parfois un lanceur de boules puantes. Donc dans un contexte comme celui-là, défendre la nuance, c'est tout sauf une facilité, tout sauf une lâcheté. Au contraire, ça demande un effort de tous les instants. Et ça demande du courage. Alors j'ai appelé ça le courage de la nuance, mais j'aurais pu aussi parler du courage de la lucidité. Parce que pour moi, ce courage-là, c'est d'abord une insurrection du regard. Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, il faut toujours voir ce que l'on voit. Voir ce que l'on voit. Ça, c'est une formule de Charles Péguy, l'écrivain catholique Charles Péguy, qui pour moi résume très bien les choses. Parce que, à mes yeux, justement, le courage de la nuance, c'est d'abord, très simplement, de voir ce qu'il y a à voir, de voir ce qui crève les yeux et que personne, pourtant, ne veut nommer. Ça implique forcément une forme de solitude. Ça implique de s'exposer à la marginalisation et parfois, donc on l'a vu, aux menaces. Aux menaces aujourd'hui comme hier. Et je voudrais d'ailleurs vous emmener maintenant à la rencontre de deux hommes, deux grandes figures, deux grands écrivains qui ont fait ce choix à un moment absolument décisif du XXe siècle. Un moment très périlleux. Je veux parler de la guerre d'Espagne. Vous vous souvenez, la guerre d'Espagne, c'est 1936, le général Franco qui prend le pouvoir, qui renverse la toute jeune République espagnole, et immédiatement une guerre civile atroce éclate entre les républicains et les franquistes. Immédiatement aussi, chacun et chacune en Europe, mais au-delà, comprend que ce qui est en jeu dans cette guerre civile, ce n'est pas seulement le destin de l'Espagne, c'est le destin du monde entier, de l'humanité tout entière, parce que cette guerre civile est le laboratoire ou la répétition générale de la guerre mondiale qui vient. Donc les gens de gauche, partout en Europe et dans le monde même, sont persuadés ou voient dans les républicains espagnols le dernier rempart contre le fascisme, et les gens de droite voient dans Franco le dernier rempart contre le communisme. Et donc tout le monde s'étripe
Tout le monde doit prendre parti, tout le monde est sommé de choisir un camp au sein de chaque famille, de chaque journal. Et des gens du monde entier, pas seulement d'Europe, débarquent en Espagne pour participer au combat dans un camp ou dans l'autre. Parmi ces volontaires, il y a un grand écrivain britannique qui va publier plus tard, 1984, La ferme des animaux. Vous avez reconnu donc George Orwell. Orwell, il est socialiste, il est libertaire. Il arrive en Espagne pour se battre dans une colonne de miliciens anarchistes. Il veut se battre contre le fascisme. Mais c'est aussi et d'abord un grand écrivain qui veut voir ce qu'il y a à voir. Et donc, il va décrire ce qu'il a sous les yeux. Le meilleur, mais aussi le pire. Le meilleur, c'est-à-dire Barcelone, libérée, Barcelone qui semble réaliser enfin le socialisme rêvé, Barcelone où les garçons de café tutoient les clients, où tout le monde se tutoie, tout le monde porte la salopette, où il y a des élans de générosité et de solidarité incroyables. Mais aussi le pire, les mensonges de la presse de gauche, la propagande, les exécutions des dissidents par les milices staliniennes, les assassinats de prêtres à travers toute l'Espagne, parfois d'une balle dans le dos, alors qu'on vient de leur dire qu'ils étaient libres et qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Orwell veut voir ce qu'il y a à voir et il va décrire le pire comme le meilleur. Et ce choix change tout. Comme le montre une scène que je voudrais vous raconter, que je trouve particulièrement bouleversante. Un matin, Orwell est sur le front donc, de la Catalogne. Il s'ennuie terriblement. Il faut dire qu'il a eu très peu d'occasions de se battre jusque-là. Il est dans le froid, au milieu des poux, de la boue. Et pour une fois, soudain, ce matin-là, un soldat ennemi surgit dans son champ de vision, dans sa ligne de mire, à portée de tir. Alors il prend son fusil, il le met en joue, et au moment où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, eh bien, il voit ce soldat ennemi qui perd son pantalon. Il perd son pantalon. Alors Orwell, il est venu en Espagne pour se battre contre les fascistes. Et ce qu'il a en face de lui, là, à portée de tir, donc, c'est pas un fasciste, c'est juste un être humain qui perd son froc. Et donc il baisse son arme. Et je voudrais qu'on soupèse tous ensemble ce qui se joue dans cette petite scène apparemment anodine, mais pour moi fondamentale. C'est-à-dire qu'Orwell, à ce moment-là, contrairement à ce que disent les ennemis de la nuance, il n'est pas planqué, il est engagé les armes à la main. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas engagé. Mais justement, il tient assez à ses idées, c'est justement parce qu'il tient à ses idées qu'il refuse de leur sacrifier la lucidité, la vérité, l'humanité, appelez ça comme vous voulez. Et à cette époque-là, dans son camp comme dans l'autre, un choix comme celui-là, c'est très très rare. Et justement, je voudrais maintenant vous emmener dans l'autre camp, de l'autre côté du champ de bataille, pour rencontrer un autre Georges. Non pas Orwell, mais Georges Bernanos, un écrivain qui m'est très très cher, qui était un catholique fervent, royaliste, monarchiste, on classerait plus ou moins aujourd'hui à l'extrême droite pour l'époque. Et au début, il applaudit le général Franco et son coup d'État. D'ailleurs, Bernanos, à ce moment-là, vit en Espagne. Il vit à Majorque avec sa famille, et son fils s'engage dans les troupes d'élite qui soutiennent Franco, la Phalange. Mais Bernanos n'a jamais été un pion aveugle. Ça a toujours été un rebelle au regard acéré. Donc lui aussi, il veut voir ce qu'il y a à voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit des massacres qui donnent libre cours à ce que l'âme humaine a de pire, de plus boueux, de plus cruel. Il voit des viols, il voit des rafles, il voit des prêtres franquistes, nationalistes, qui distribuent des bénédictions entre 2 rafales de mitraillettes. Et surtout, il voit que ces crimes atroces sont commis au nom de ce à quoi il tient le plus au monde, c'est-à-dire sa foi de chrétien. Il est dur de voir s'avilir sous ses yeux, il est dur de voir s'avilir sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer, dit Bernanos. Donc, il se cabre, exactement comme Orwell a refusé de voir son idéal socialiste déshonoré par les milices staliniennes. Bernanos refuse
de voir son espérance chrétienne défigurée par les soldats franquistes. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit d'un retournement. Ils vont se retourner contre leur camp. Et ils ne sont pas si nombreux à l'époque. Mais ce retournement n'est pas une trahison. C'est tout sauf une trahison. C'est plutôt une fidélité supérieure. À nouveau, appelez ça comme vous voulez. Fidélité à la lucidité, fidélité à la vérité, fidélité tout simplement au réel, en tant qu'il est toujours complexe et contradictoire. Et l'un comme l'autre vont payer le prix de ce retournement, ou plutôt de cette fidélité. Un prix de suspicion. Tu fais le jeu d'eux. On va dire, Bernanos fait le jeu des communistes. Ça, c'est les fascistes qui vont le dire. Orwell fait le jeu des communistes, disent les fascistes. Et là, vous reconnaissez un chantage, une accusation qui a la peau dure, qui a rendu mutique, qui a bâillonné bien des générations, bien des consciences au XXe siècle, et qui aujourd'hui est industrialisé par les réseaux sociaux. Tu fais le jeu d'eux. Si vous ouvrez votre téléphone, vous l'avez à portée de main apparemment, si vous ouvrez votre téléphone, vous allez sur Twitter, tout de suite vous allez voir 10 choses, 10 exemples de ce que je dis. Dès que vous essayez d'introduire un peu de complexité dans un débat, dès que vous refusez de faire rentrer le réel dans une sorte de carcan idéologique, dès que vous refusez vous-même de rester enfermé dans une petite meute, eh bien, on vous dit « Attention, tu fais le jeu de telle ou telle force sinistre. » Alors, je voudrais terminer là-dessus. Dire que c'est une des leçons du XXe siècle, qui vaut d'ailleurs aussi bien pour les grandes épreuves historiques que pour des choses beaucoup plus anodines du quotidien, une réunion au travail, une engueulade familiale. Cette question de voir ce qu'il y a à voir et de dire ce qu'il y a à dire. La leçon, une des petites leçons qu'on peut tirer du XXe siècle, c'est de dire aucune cause n'est assez juste pour qu'on lui sacrifie la vérité. Aucune cause n'est assez forte pour qu'en son nom, on décide de ne pas voir ce qu'on a sous les yeux. À chaque fois que je commence à masquer un fait gênant, à occulter une vérité dérangeante, par peur de faire le jeu de telle force ennemie ou de telle puissance obscure, eh bien, en réalité, j'accélère l'avènement du pire. Donc le courage de la nuance, si je résume, c'est de refuser de décrire le monde en noir et blanc, quitte à se foutre tout le monde à dos, et notamment les fanatiques de toutes les couleurs. Le courage de la nuance, c'est pas de ne pas s'engager, comme on le dit parfois dans certains journaux aujourd'hui. Non, le courage de la nuance, c'est de s'engager, mais en faisant rimer espérance et nuance, et en disant « il n'y a pas de justice sans justesse du regard, il n'y a pas de liberté sans lucidité ». Le courage de la nuance, c'est de dire à tous les chefs de meute, grands ou petits, à tous les idéologues, à tous les dogmatiques, à tous les fanatiques, écoutez, maintenant c'est bon, on a la mémoire du XXe siècle, vous pouvez toujours nous accuser d'être des traîtres, vous pouvez toujours nous accuser de faire le jeu de... Nous, on a compris, on a de la mémoire, on ne rentrera plus dans ce petit jeu, on n'a pas peur, et on va s'engager, mais on va s'engager de façon radicale, c'est-à-dire de façon nuancée. Parce que, et c'est ma conclusion, dans le brouhaha des évidences, quand partout triomphe la violence, eh bien, il n'y a rien de plus radical, oui, de plus radical que la nuance. Merci beaucoup.